Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve comme tous les 2 jours durant ce mois de juillet pour vous parler des littératures africaines. Aujourd'hui je viens vous parler de 2 œuvres. Pourquoi? Parce que ce sont 2 œuvres relativement courtes du même auteur et parce qu'en fait aucune de ces 2 œuvres n'a été un vrai sans faute entre guillemets pour moi et donc j'ai préféré venir vous parler des 2. Alors j'espère que ça en rendra en fait cette vidéo que plus intéressante. Je vais vous parler ici de 2 romans de Abdulrahman Awaberry qui est un auteur franco-djiboutien né à Djibouti en 1965 et qui est par contre d'expression française. Donc il fait partie de la francophonie d'Afrique si je puis dire. C'est un auteur qui est quand même assez connu, qui a été traduit dans plusieurs langues, qui est facilement trouvable. Par exemple ici il a été édité publié dans la maison d'édition Zulma et ici Le Serpent à Plumes dans la collection Motif. Voilà. Donc c'est vraiment parmi les auteurs un petit peu les plus connus, surtout dans le monde francophone de cette sélection de capsules de littérature africaine. Et il a une œuvre assez riche et assez diverse. Il a écrit un dictionnaire, par exemple Amoureux de l'Afrique, il me semble, avec Alama Bankou. Il a écrit des courts romans, il a écrit des recueils un peu plus théoriques. Et justement, j'ai ici vous parler de Moisson de crâne, qui est en fait on va dire, un recueil théorique, un recueil plutôt de témoignages, voilà, sur la question du génocide rwandais, et ici aux États-Unis d'Afrique, qui est un titre qui m'avait interpellée il y a déjà quelques années de ça, qui est plutôt un roman qui est en forme de presque de conte un petit peu philosophique, comme aurait pu le faire un petit peu Voltaire, voilà. Et alors ces 2 œuvres ont été assez intéressantes à lire, bien évidemment, mais elles m'ont toutes les 2, surtout aux États-Unis d'Afrique, laissé parfois un petit peu sur ma faim. Alors j'ai quand même été très contente de découvrir cet auteur parce qu'il y avait énormément de choses à prendre et auxquelles j'ai pu réfléchir, et puis aussi parce que Djibouti c'est un pays dont je ne connais absolument rien, dont il me semble que la culture n'est jamais mise en avant, et donc j'étais contente aussi de découvrir ce que pouvait produire un auteur venant de son pays. Et je vais d'ailleurs vous lire quelque chose que Abdulrahman Awaberry a dit lors d'une interview qui me semble être extrêmement intéressant, où il nous parle de son envie d'écrire, et ça fait aussi, ça permet aussi de contextualiser un peu ça dans le cadre de Djibouti. Il nous dit « J'avais effectivement, comme vous l'avez dit, ce désir, ce souci de dire le monde. Pour moi, c'était à partir de Djibouti, mon lieu d'ancrage, ma source, mon tout monde, comme disait Glissant, que je lisais cette époque. Glissant m'a aidé d'une certaine manière puisqu'il m'a fait prendre conscience qu'on pouvait dire le monde à partir de n'importe quel lieu, même le plus minuscule, et qu'il n'était pas nécessaire de voir le jour à Vienne ou à Trieste pour avoir le droit d'écrire de la poésie. Tout lieu était habitable poétiquement, et tout lieu était fécondable, digne d'être porté poétiquement. Ce souci de dire le monde qui m'habitait, il allait de pair avec le fait que mon monde n'était pas connu. Je veux dire par là que l'intrusion du monde, l'arrivée du monde dans ma région, la corne de l'Afrique, passe le plus souvent par l'Éthiopie, que j'appelle l'Abyssinie. C'est ce pôle-là qui a attiré l'Occident pour des raisons géopolitiques, historiques, mais aussi pour des raisons mythiques et religieuses. L'Éthiopie ou l'Abyssinie est considérée comme le pays le plus ancien, le plus honorable, un pays qui est censé avoir forgé une histoire qui ressemble à celle des Européens. Ce que l'on va appeler rapidement les noces de la reine de Saba et de Salomon. C'est un mythe qui ressemble au mythe fondateur des nations européennes, ce qui rendait plus facile pour elles de reconnaître qu'il y avait là une civilisation. Le hic pour moi, c'est qu'on arrivait là et qu'on sautait par-dessus nos têtes pour plonger dans le mythe. Si vous lisez Rimbaud, vous le voyez, il parle toujours de Harar. C'est cette souffrance-là qui était mienne et que j'ai dramatisée pour la rendre plus intéressante. Voilà. Je trouve que c'est un texte, une réponse assez intéressante à une question qui permet vraiment aussi de réfléchir à la production de la littérature, à la représentation de certains lieux. Ça me fait penser aussi à, très récemment, j'ai vu une vidéo justement d'Alama Bankou où en fait un journaliste lui demandait mais pourquoi vous écrivez en Afrique? Pourquoi vous placez vos récits en Afrique? Comme si c'était... Je veux dire, on n'a jamais posé cette question vraiment à un auteur français du 19e, on lui a jamais demandé pourquoi
tous vos récits presque sont placés en Europe. Et on n'a jamais demandé non plus à un écrivain, je sais pas, contemporain français ou même des États-Unis, pourquoi est-ce que la plupart, si ce n'est tous ces récits, se passaient dans un microcosme qui était vraiment le sien. Voilà. Donc ça, je trouve que c'était quand même assez intéressant. Puis aussi la dimension du mythe dans le rapport à l'Afrique est très très intéressant également. Et puis la question de, voilà, on saute à un moment donné par-dessus les réalités, les individus et en fait la réalité d'un lieu, que ce soit un pays, un continent ou une région, pour plutôt satisfaire une envie mystique, un fantasme. Et à quel point la poésie peut aussi contribuer à cela. Et là, on revient à des questions qui sont assez liées à l'orientalisme, par exemple, et je trouve que c'était assez intéressant. Alors, on va se concentrer premièrement peut-être sur ce roman, Aux États-Unis d'Afrique. Alors, j'ai un avis assez mitigé sur ce livre, en fait. Parce que ce livre était tout sauf clair et direct. Le titre m'a un petit peu peut-être induit en erreur. J'avais beaucoup d'attentes, en fait, en lisant ce livre. Je m'attendais vraiment à une forme presque d'univers alternatif ou peut-être de futur dans lequel on se serait projeté, qui permettrait de critiquer, vraiment de poser des questionnements très précis en fait. Et c'est pas vraiment le cas, parce qu'en fait on suit beaucoup plus l'histoire d'une jeune personne blanche, en fait, une française blanche, qui a été ici adoptée par un couple de riches africains. Parce qu'en fait dans ce monde là dans lequel il nous projette, de Ramana Berry, on est dans une situation qui est un petit peu l'inverse de ce que l'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire que l'Afrique est le continent le plus riche, le plus développé, le plus paisible en termes le plus paisible tout simplement, il n'y a pas de guerre, de conflit, etc. Tandis que le reste du monde se déchire absolument, notamment l'Europe et l'Afrique du Nord, voilà. L'Amérique du Nord, pardon. Et on a donc voilà toutes ces situations qui sont renversées, la migration c'est de l'Europe jusqu'à l'Afrique, les adoptions se font dans l'autre sens également, la culture, il y a des noms qui sont, par exemple, je sais pas, il y a beaucoup de noms qu'on retrouve, des noms de personnalités culturelles africaines, donc ça c'est intéressant, hein. C'est ça qui était aussi intéressant, c'était une bonne source voilà, de noms, d'auteurs, d'autrices, d'artistes et d'intellectuels. Voilà, il y a des librairies, des bibliothèques à leur nom, des aéroports, des grandes marques aussi qui font référence à des marques que l'on connaît mais qui ont un nom qui a été changé, modifié, etc. Donc voilà, et dans ce contexte-là, en réalité, cette dimension presque géopolitique et un petit peu alternative n'est pas vraiment aboutie, à mon sens, n'est pas vraiment poussée jusqu'au bout. Et très rapidement, en fait, presque toute la deuxième partie de ce roman ne s'intéresse plus vraiment à ça, elle s'intéresse à la quête identitaire de cette jeune femme blanche d'origine normande ou bretonne qui a été adoptée par des parents africains. Et donc en fait, elle retourne en France, elle retourne dans cette région pour retrouver sa mère biologique. Voilà. Et c'est beaucoup plus ça qui est mis en avant que ce retournement du monde qui aurait pu être extrêmement construit et qui aurait pu presque faire référence, oui, à des constructions qu'on retrouverait dans le domaine de l'imaginaire, par exemple avec des romans de fantasy ou de science-fiction, etc. Alors, après, effectivement, ce thème de l'identité était intéressant. J'ai trouvé que lui était bien traité, à la différence du thème justement de l'univers renversé, comme je vous disais, qui était parfois un peu lourd, un peu inexact, je trouve. Après, voilà, le thème de l'identité était bien traité, mais effectivement, c'est pas forcément ce à quoi on s'attend quand on voit ce titre et quand on lit le résumé également. Comme je vous l'ai dit, ça peut faire référence un petit peu aux contes philosophiques, ça fait référence aussi un petit peu au genre épistolaire, à la fable, j'ai envie de dire, au récit de voyage. C'est un roman assez hybride dans un sens. La narration aussi est assez intéressante et puis très progressivement le style devient de plus en plus poétique, donc dans un sens plus intéressant mais aussi plus difficile à suivre. Voilà, donc ça c'était assez... je sais pas, un petit peu... en fait j'ai l'impression vraiment que il y avait une idée très forte, très intéressante, mais que la réalisation était peut-être un petit peu décevante. Alors après, il serait intéressant de savoir si c'était un choix vraiment d'en faire un ouvrage si court, si c'était un choix de rester volontairement assez vague, si c'était un choix de diviser vraiment le roman un petit peu en deux parties qui semblaient parfois même un petit peu déconnectées.
parce que vraiment, comme je vous l'ai dit, la deuxième partie se concentre vraiment autour du personnage de Maya, cette jeune française qui a été adoptée par un couple africain. Je pense que le roman en fait gagnerait ou trouverait peut-être plus son lectorat, j'ai envie de dire, s'il était recommandé en tant que quête identitaire, voilà, plutôt qu'en termes de conte géopolitique ou autre. Voilà. Et puis l'un des éléments qui m'a un petit peu perturbée quand même, c'est que par moments j'avais l'impression que involontairement Abdulrahman Awaberi il mettait en fait le doigt sur des incohérences. Enfin, il y avait certaines incohérences en tout cas où j'avais l'impression que vraiment il pointait sans le vouloir des causes et des réflexions sur les difficultés que rencontrent des pays africains qui en fait sont pas forcément imputables à l'Europe. Donc voilà, c'était une lecture en demi-teinte mais une lecture assez intéressante quand même. Et j'ai donc préféré vraiment cet ouvrage, Moisson de crâne, parce que là on échappe à la fiction hein, et on est dans quelque chose qui est beaucoup plus factuel malheureusement. Et donc il n'y avait pas ces approximations. Alors en fait, Moisson de crâne, c'est un ouvrage que Abdulrahman Awaberi a écrit à la suite d'un festival qui a été tenu en 1998, le festival Fest Africa. Et l'organisateur de ce festival en fait a organisé un projet qui s'intitule Rwanda, écrire par devoir de mémoire. Voilà. Et donc il y a 10 auteurs africains qui se sont rendus qui ont participé à ce projet. Là il n'y a pas les noms mais voilà. À la suite du prix Nobel en fait de littérature nigérian qui est Wole Soyinka. Et c'est l'un des témoignages en fait de ces 10 auteurs. Chacun des auteurs a produit un livre en rapport avec le génocide rwandais. Et c'était une lecture difficile bien évidemment parce que le sujet en lui-même est très compliqué, très douloureux. On parle quand même vraiment là d'un énorme génocide où l'Europe, entre autres, n'est pas innocente. On parle vraiment d'une instrumentalisation de pseudo-ethnies, parce qu'en plus ce ne sont pas de réelles ethnies qui ont été mises en adversité là et qui se sont entretuées. Donc c'est vraiment un ouvrage intéressant et très dur aussi à lire. Ça a fait écho aussi à certaines réflexions qui ont pu avoir lieu dans d'autres moments, c'est-à-dire que comment écrire après le génocide rwandais, ça renvoie par exemple à Chalamov, qui lui se demande vraiment comment écrire après les goulags, par exemple. Ou même Imre Kertész qui se demande lui comment écrire après la Seconde Guerre mondiale et les camps. C'est une question qui revient assez souvent et c'est intéressant de lier ces réflexions ensemble. Après voilà, c'est une lecture quand même très lourde, c'est des textes qui sont très courts, des textes qui sont fulgurants, voilà vraiment dans leur brièveté qui est très acérée, très poignante. Il y a là en fait quelques textes qui sont, c'est des textes très courts hein, comme vous pouvez l'imaginer, il y a quelques textes qui relèvent plutôt de la fiction, il y a d'autres textes qui relèvent plutôt du témoignage. Et c'est un ouvrage qu'il me semble vraiment important de lire parce qu'on parle très peu en réalité du génocide rwandais et surtout lorsqu'on en parle on laisse peu la parole à des intellectuels, des artistes africains, on les laisse peu se réapproprier, enfin pas se réapproprier, mais on les laisse peu je trouve s'exprimer sur cette question-là et sur ce traumatisme africain, au-delà même des questions de frontières. Voilà, c'était une lecture complexe, mais je pense que c'est une lecture nécessaire et donc je vous encourage plutôt à vous diriger vers ce texte-ci, même si celui-ci reste assez intéressant et je serais d'ailleurs très curieuse d'échanger avec des personnes qui l'auraient lu pour savoir quel a été votre avis. Voilà. En tout cas, ça a été ma découverte de la littérature franco-djiboutienne. Ça a été assez intéressant et Abdulrahman Awaberi c'est bien évidemment un auteur que je vais continuer quand même à essayer de découvrir dans sa fiction parce que là on avait des textes très courts de fiction donc bon ça c'est pas très parlant non plus et puis j'ai envie de voir si ce roman a peut-être été celui qui n'a pas trop collé avec moi ou si c'est l'écriture vraiment d'Abdulrahman Awaberi qui n'est peut-être pas ce que je recherche le plus. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se retrouve bientôt pour encore plus de littérature africaine.
La francophonie rêvée, elle serait d'abord la francophonie de tous les usagers. C'est-à-dire que ce n'est pas un décret présidentiel qui doit annoncer la marche du monde dans les affaires francophones, d'une part. D'autre part, d'ailleurs, c'est non plus à l'Académie française de légiférer. Vous voyez, l'Académie a un rôle consultatif, hein, elle n'a jamais eu un... Donc c'est la francophonie, elle vient du terrain, vous voyez, et par exemple, elle serait une fête de l'esprit de tous les jours, en France déjà, n'est-ce pas alors que la francophonie de tous les jours, celle qui serait enchantée, qui pourrait nous désirable, ben, elle devrait par exemple aussi s'intéresser au sort réel des locuteurs français, et donc, des langues françaises, dans les pays du Sud, et notamment, elle ferait évidemment, elle prendrait à bras le corps aussi la question politique. Oui. Comment à la fois célébrer la langue française et en même temps s'acoquiner avec les dictateurs derrière les rideaux ou sur les perrons de l'Élysée plus exactement, et en même temps dire que voilà. Vous voyez, donc le message est devenu totalement illisible et les francophones d'Afrique, par exemple, ne donnent même plus, ne prêtent plus attention. Mais justement, vous disiez aussi dans votre tribune qu'il y avait une espèce d'état d'esprit dans pas mal de pays francophones qui considèrent que la francophonie, c'est un appel à l'aide, c'est une espèce d'appel au Nord à venir à l'aide pour ouvrir des bibliothèques, pour des projections de films et des choses comme ça. Et que ça dépolitise totalement la question. Ah ben évidemment, c'est une forme... Et là encore, je vais dire, sous la présidence Macron, cette logique est poussée à son acmé, n'est-ce pas? Puisque... même si on ne le dit pas, la francophonie de Macron serait un espèce de succès d'année qui viendrait à la fois entre le monde du business et la diplomatie. Mais même pas la diplomatie, parce qu'il y avait une vieille tradition francophone de la diplomatie, mais ce n'est même plus ça. Ce n'est même pas non plus la francophonie de la Chambre des commerces, c'est quelque chose encore de plus bas de gamme finalement. Hein. Et en même temps, à Paris, on s'égosille et on veut la rendre sexy, déringardisée, alors que les Français n'ont même pas appris à s'identifier comme francophones. Puisque les francophones est devenu l'étranger, le subsaharien le plus souvent.